Un podcast Binge Audio. On s'est habitué, dans la politique française, à voir la vie de l'extrême droite parlementaire tourner peu ou prou autour de la famille Le Pen. D'abord avec le père, puis avec la fille, et à voir également les éventuels rivaux se faire dégager manu militari. Mais depuis une dizaine d'années, les choses sont en train de changer. Au sein du RN, déjà, où Jordan Bardella semble de plus en plus en passe d'évincer Marine Le Pen, mais pas uniquement. Car d'autres forces émergent au fur et à mesure que la droite la plus radicale engrange les succès électoraux, que les digues républicaines avec les prétendus gaullistes cèdent et que tout ce petit monde bénéficie d'un écosystème médiatique de plus en plus favorable. Éric Zemmour, ainsi, est venu piétiner un peu des plates-bandes du Rassemblement national ces dernières années avec des succès mitigés. Désormais, c'est sa compagne et ancienne directrice de campagne, Sarah Knafo, qui tient la corde pour incarner cette nouvelle extrême droite. Bonsoir Sarah Knafo. Bonsoir Gilles Boulot. Vous avez déclaré qu'être maire de Paris vous intéressait beaucoup. Est-ce que vous êtes candidate à la mairie de Paris ? Tout à fait. Je suis candidate pour être la prochaine maire de Paris. Je dois vous faire une confidence, Gilles Boulot, je ne suis pas une Parisienne de naissance. Moi, je viens de Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, je suis une Parisienne et je vois la ville que j'aime décliner. Je vois les femmes avoir peur dans la rue, je vois la dette qui explose, je vois les impôts qui augmentent, une ville sale, insalubre. Donc aujourd'hui, l'urgence est à l'action. C'est pour ça que je me présente, pour faire de Paris une ville heureuse. Un rôle de premier plan pour celle qui fut d'abord une figure de l'ombre et dont on va remonter le parcours dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Notre histoire commence le 28 septembre 2019. Nous sommes à Paris, dans le 15e arrondissement. Ce jour-là, dans la salle de la Palmeraie, se tient un événement baptisé la Convention de la droite. En politique, le premier acte de la Convention de la droite conservatrice, une démarche hors parti. L'objectif affiché, tenter de rassembler toutes les chapelles et sous-chapelles de la droite ultra-conservatrice, identitaire et souverainiste. Les organisateurs ambitionnent de créer un espace entre la droite et l'extrême droite, mais on a surtout entendu des thèmes chers à Jean-Marie Le Pen. On peut se poser la question quand on voit les intervenants, est-ce que c'est la droite ou plutôt l'extrême droite ? Ça veut rien dire, c'est ça le terme de journaliste. En s'inspirant du modèle du CEPAC américain qui voit chaque année les conservateurs de tout poil se rassembler pour peser sur la ligne du Parti républicain, les organisateurs de cette convention veulent faire bouger les lignes de la droite en l'attirant vers l'extrême droite. C'est un fantasme vieux de plus de 70 ans, réussir à réconcilier les deux grandes familles de la droite qui se sont fracturées à la sortie de la guerre, avec d'un côté les gaullistes, héros de la libération, et de l'autre les nationalistes, à jamais entachés par la collaboration. Cette rupture, qui va s'aggraver avec la guerre d'Algérie et l'indépendance vécue comme une trahison du général de Gaulle par les militants de l'ultra-droite, elle va rythmer la vie publique de la droite au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Une période qui va voir l'extrême droite progresser lentement, mais sûrement aux élections, et les gaullistes tenter de maintenir une stratégie de cordon sanitaire avec quelques ratés et quelques tentatives grossières d'aller braconner sur les thèmes de l'extrême droite. Le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Ça, c'était Jacques Chirac, en 1991. Régulièrement, des voix s'élèvent à droite pour demander une union plus vaste de, attention, ouvrez les guillemets, toutes les droites. En gros, des centristes jusqu'au Front National. Le fait que tout un tas d'anciens militants de l'extrême droite la plus agressive des années 60-70 se soient convertis à la droite libérale propre sur elle dans les années 80 n'est sans doute pas étranger à cette volonté de faire sauter les digues. Par exemple, les anciens du mouvement Occident comme Alain Madelin, Patrick Devedjian ou Gérard Longuet, qui sont devenus de respectables hommes politiques, bien loin de leurs années passées à casser du gaucho à coups de barre de fer, mais qui restent à jamais liés à l'ultra-droite par un réseau d'amitié indéfectible.
Ces envies de grande union, elles seront régulièrement freinées, mais elles ne disparaîtront jamais totalement. On les retrouve dans les tentatives de création d'un grand mouvement souverainiste de droite, mené sans succès par Philippe de Villiers et Charles Pasqua à la fin des années 90, ou encore chez un personnage comme Patrick Buisson, conseiller de l'ombre de Nicolas Sarkozy pendant son quinquennat, auquel on a déjà consacré un épisode de Programme B et dont on connaît le profond ancrage à l'extrême droite et ses tentatives pour insuffler ses idées au sein de la droite classique. Des tentatives qui ont globalement raté et qui auraient même coûté sa réélection à Sarkozy. Aussi, c'est avec la vague impression d'observer un vénérable serpent de mer qu'on assiste à une énième résurrection de l'union des droites en cette fin d'année 2019. D'autant que la plupart des grands cadres des partis se tiennent plutôt éloignés de l'événement. Marine Le Pen n'y est pas, chez les Républicains, personne n'a trop envie de s'y montrer, à part le député de l'Ain, Xavier Breton, proche des cathos ultra-conservateurs. Au RN, il n'y a guère que Gilbert Collard, eurodéputé à l'époque, qui se risque à venir sur la scène de la Convention, qui ressemble surtout à une grande réunion de l'ultra-droite. Le casting se compose en effet de Robert Ménard, le maire de Béziers, élu grâce aux voix de l'extrême droite, de l'ancienne députée Marion Maréchal Le Pen, de l'ultra-conservateur Jean-Frédéric Poisson, de l'éditorialiste du Figaro Yvan Rioufol, de l'avocat et pilier de CNews Gilles-William Goldnadel, et surtout, l'un des orateurs les plus attendus, c'est Éric Zemmour. À l'époque, on ne parle pas encore d'une candidature potentielle du journaliste d'extrême droite aux prochaines élections, celle de 2022. D'ailleurs, la plupart des observateurs voient dans l'organisation de cette fameuse convention un tremplin pour une candidature de Marion Maréchal Le Pen, qui certes répète qu'elle est en retraite de la politique, mais passe beaucoup de temps à prendre la parole. Pourtant, de cette journée, on va surtout retenir le discours de Zemmour, à l'époque tout juste condamné pour provocation à la haine religieuse et visiblement pas trop échaudé par la menace judiciaire. Les caïds et leurs bandes s'allient à l'imam pour faire régner l'ordre dans la rue et dans les consciences selon la vieille alliance du sabre et du goupillon, en l'occurrence la calache et la djellaba. Il y a une continuité entre les vols, viols, trafics, jusqu'aux attentats de 2015 en passant par les innombrables attaques au couteau dans les rues de France. Ce sont les mêmes qui les commettent, qui passent sans difficulté de l'un à l'autre pour punir les koufars, les infidèles. C'est le djihad partout, et le djihad pour tous et par tous. Dans la rue, les femmes voilées et les hommes en djellaba sont une propagande par le fait, une islamisation de la rue, comme les uniformes d'une armée d'occupation, rappellent aux vaincus leur soumission. Au triptyque d'antan, immigration, intégration, assimilation, s'est substitué invasion, colonisation, occupation. Le tollé que va déclencher sa prise de parole, on l'a interprété a posteriori comme le point de départ de sa campagne de 2022. Et Sarah Knafo, me direz-vous, est-ce que l'épisode n'était pas un petit peu censé parler d'elle ? J'y viens. En réalité, elle fait partie de ceux qui, en coulisses, ont préparé ce moment de prise de parole, ont imaginé déjà que Zemmour pourrait peser sur la prochaine présidentielle, voire qu'il pourrait en être l'un des principaux acteurs. Zemmour, Sarah Knafo le connaît depuis longtemps. Pourtant, ils ne sont pas du tout de la même génération. Elle est née en 1993. C'est un ami de ses parents, une famille d'origine juive marocaine qui a quitté le Maghreb en 1967 après la guerre des 6 jours et qui s'est installée en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, là où elle grandit. Bachelière en 2011, elle tente d'intégrer Normal Sup, puis se rabat sur Sciences Po Paris avant de faire son entrée en 2017 dans le sein des saints de la haute administration française, l'ENA. C'est d'ailleurs depuis les locaux de cette prestigieuse école nationale d'administration qu'elle fait sa première apparition télé dans un reportage qui s'interroge sur la reproduction sociale des élites et le devenir de l'ENA alors qu'Emmanuel Macron réfléchit à sa suppression. C'est facile de dire, vous voyez à quel point à l'ENA, il y a une reproduction sociale. Alors qu'en fait, la reproduction sociale, c'est faite bien en amont. Déjà dans les filières de bac général, ensuite à l'université, dans les classes prépa. Un discours quasi progressiste, qui masque la réalité des idées qu'elle ne va pas tarder à défendre. Car en parallèle à ses brillantes études, Sarah Knafo a entamé son parcours de militante politique. Dès les années 2010, séduite par le sarkozysme, elle se rapproche de l'UMP. Elle aura même un bref flirt avec Louis Sarkozy, le fils de l'ex-président de la République, fasciné comme elle par la figure de Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, à l'époque, elle se revendique bonapartiste et séguiniste, du nom de Philippe Séguin, l'une des grandes figures de la droite française de la fin des années 90, qui incarnait la ligne souverainiste du parti gaulliste. Le souverainisme, pour faire un rapide point de théorie politique, c'est un courant d'idées qui considère que la souveraineté d'une nation doit être le nœud central de la conduite des affaires du pays.
On en trouve à gauche, pour qui la souveraineté du peuple est ce qui le protège de la mainmise des intérêts supranationaux, capitalistes ou impérialistes. Ces mouvements ont souvent été associés à la figure de Jean-Pierre Chevènement, qui a longtemps incarné cette ligne avant de se droitiser peu à peu. Car le souverainisme, c'est aussi et surtout une affaire de droite. La faute à la figure tutélaire du général de Gaulle, souvent considéré comme l'inspirateur du souverainisme français moderne. Depuis, sa doctrine d'indépendance s'est peu à peu radicalisée et a été captée par tout un tas de formations, pour beaucoup d'entre elles bien plus proches de l'extrême droite. C'est dans ces cercles qui se mélangent parfois un peu que Sarah Knafo fait ses débuts, notamment sous le patronage d'Henri Guénaud, souverainiste donc plutôt de tradition gaulliste en ce qui le concerne, et conseiller de Nicolas Sarkozy. Sarah Knafo s'en rapproche, laisse parfois même entendre qu'elle a été sa collaboratrice parlementaire, ce qui n'est pas vrai, et développe à ses côtés son réseau. Un réseau protéiforme qui lui permet de croiser la route aussi bien des ex-collaborateurs de François Mitterrand, Jacques Attali et Hubert Védrine, que celle des très droitiers Jacques Sapir ou Alain Finkielkraut. Toutes ces personnalités, elle les croise notamment via ses engagements associatifs et syndicaux pendant ses études, que ce soit à l'UNI, le mouvement des étudiants de droite, ou au sein de la critique de la raison européenne, une organisation souverainiste à Sciences Po, dont elle prétendra être l'une des fondatrices. Ça non plus, c'est pas vrai, tout comme il est permis de douter de l'existence d'un rapport qu'elle prétend avoir rédigé le temps d'un stage à la Direction générale des étrangers en France du ministère de l'Intérieur pour faciliter les procédures d'expulsion. On veut bien croire que le thème lui soit cher, mais le rapport, lui, n'existe, semble-t-il, que dans la légende de Sarah Knafo. Zemmour, lui, est bien réel, bien présent, toujours plus ou moins dans les parages. C'est souvent lui qui lui donne des contacts, qui organise des rencontres, des déjeuners. En échange, elle commence dès 2019 à structurer ses soutiens, à paver la voie vers un éventuel destin présidentiel, dont la fameuse conférence de 2019 devait être la première pierre. Diplômée de l'ENA, Sarah Knafo souhaite intégrer l'inspection générale des finances, mais elle est recalée, ce qui est plutôt rare, voire inédit. Dans les colonnes du Monde, dans un portrait qui lui est consacré, signé par Ivan Trippenbach et Franck Johannes, un membre de l'institution explique. Tout ce qui l'intéressait, c'était de savoir si elle pouvait faire autre chose que de travailler à plein temps. Elle voulait utiliser l'inspection générale des finances comme base arrière pour faire de la politique. Changement de plan, elle part à la Cour des comptes et continue à organiser le parcours de son champion. Elle le fait notamment grâce à tout un petit groupe de jeunes ultra-droitiers qui, comme elle, pensent que Zemmour pourrait bien être leur homme providentiel. Ils s'appellent Stanislas Rigaud, Garen Schnorokian, Mathieu Louvès. Des militants d'extrême droite parfois très très radicaux qui seront les chevilles ouvrières de la communication de la future campagne. Elle peut aussi compter sur des acteurs médiatiques comme le magazine Frontières, dérivé de la chaîne YouTube Livre Noir, où écrivent certains des personnages précités et pour cause, prétendument journalistiques, ces espaces sont d'abord des outils de propagande au service d'Éric Zemmour. Tout au long de l'année 2021, la rumeur d'une candidature du polémiste ne cesse d'enfler. Et le nom de Sarah Knafo, jusqu'ici connu des seuls initiés, sort dans la presse. On raconte qu'elle est celle qui, notamment, a organisé des rencontres entre Zemmour et Marion Maréchal Le Pen en vue de la fameuse convention de la droite. Qu'elle tente aussi de persuader des cadres du Rassemblement national de faire défection. Ou encore qu'elle est celle qu'il faut convaincre si on veut, comme Florian Philippot, avoir une touche avec Zemmour. À la Cour des comptes, la nouvelle de son implication fait grincer des dents. Pierre Moscovici, qui dirige la vénérable institution, la convoque. Il la met en garde, elle n'en tient pas compte. Le secrétaire général fait pareil, elle continue malgré tout et finit par demander une mise en disponibilité pour mieux se consacrer à la campagne qui démarre officiellement le 31 novembre 2021. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. À partir de là, Knafo est partout. On l'aperçoit en permanence aux côtés du polémiste candidat qui bénéficie à ses débuts d'une exposition médiatique XXL, notamment du côté des médias détenus par Vincent Bolloré qui préfère clairement son profil d'ultralibéral ultra-réac à celui de Marine Le Pen jugée trop populiste, pas assez raide sur le versant fiscal et social. Résultat, Zemmour est même crédité de 18% des voix et certains sondages le placent devant Marine Le Pen, qualifiée pour le second tour face à Emmanuel Macron. C'est le moment, Eric! Hier, au parc des expositions de Villepinte, Éric Zemmour traverse la foule qui l'acclame.
En décembre, Sarah Knafo est encore à la manœuvre, désormais officiellement comme directrice de campagne, pour organiser le premier grand meeting de son candidat. Ce sera à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, petit clin d'œil à son département d'origine peut-être, et l'endroit parfait surtout pour annoncer le nom du parti que va incarner Zemmour. Un nom trouvé par Sarah Knafo, ce sera Reconquête. La référence est assez claire, c'est la Reconquista, c'est-à-dire le retour au pouvoir des royaumes chrétiens d'Espagne après leur victoire contre les États musulmans de la péninsule ibérique entre le 8e et le 15e siècle. Un classique de la mythologie conservatrice, avec les croisades et Charles Martel, pour se gargariser de la puissance de l'Occident et de sa supériorité sur les autres civilisations, et surtout sur l'islam, l'obsession numéro 1 de Zemmour et de Knafo, qui relaient à tour de bras la théorie complotiste du grand remplacement et n'ont de cesse de crier à la submersion migratoire. Résultat, cette rhétorique souvent ultra-violente donne des ailes aux fans du candidat. Le parquet de Bobigny annonce aujourd'hui ouvrir une enquête sur les faits de violence commis à l'intérieur du meeting. Des attaques verbales répétées. Dans l'après-midi, une équipe de l'émission Quotidien est exfiltrée. Sous les huées et les insultes. D'autres journalistes sont menacés, frappés, leur matériel cassé. Plus tard, une partie de la foule s'en prend très violemment à ce groupe de SOS Racisme. Coups au visage, coups de pied, jets de chaises, contre des militants qui affirment être venus faire passer un message pacifiquement. On est contre le racisme! Il faut dire que ces propos sont racistes! Le meeting de Villepinte devient rapidement hors de contrôle. Des journalistes, forcément d'odieux gauchistes complices du grand complot à l'œuvre, sont pris à partie. Des militants de SOS Racisme, qui se sont glissés dans la salle pour un happening, sont passés à tabac, et pas par n'importe qui, par des membres des Zouaves Paris, un groupuscule néofasciste monté par des anciens du GUD, soit un parfait symbole de la réalité de la fanbase de Zemmour. Si l'extrémisme du candidat lui permet d'attirer toutes celles et ceux qui regrettent le bon vieux temps du FN sauce Jean-Marie Le Pen, la stratégie finit par tourner court et au soir du premier tour, la sanction tombe. 7% des voix seulement et une 4e place synonyme d'élimination. Zemmour pense se refaire aux législatives qui suivent de près les présidentielles. C'est un nouvel échec. Il termine à la 3e place pour un siège de député dans le Var, pourtant une terre plutôt favorable au grand thème de l'extrême droite, et aucun des candidats de son parti ne parvient à atteindre l'Assemblée nationale. En interne, les relations au sein du parti se tendent. Et Sarah Knafo, qui est désormais également la compagne officielle de Zemmour, est régulièrement citée comme l'une des responsables de la gestion très autoritaire, pour ne pas dire autocratique, de Reconquête. De même, les rapports se compliquent avec l'autre star du parti, Marion Maréchal Le Pen, notamment autour de la question des élections européennes. On se chamaille pour savoir qui prendra la tête de liste. Et c'est finalement la nièce de Marine Le Pen qui l'emporte. Zemmour, lui, se contente d'une place en toute fin de liste, mais au passage, il garde à Sarah Knafo la 3e position qui lui offre de bonnes chances d'être élu. Ce qui est chose faite le 9 juin 2024. Mais la joie de ce premier succès est quand même assez vite éclipsée par une déclaration inattendue. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette dissolution, qui provoque donc des élections législatives anticipées, va faire voler en éclats la jolie façade d'union de Reconquête où l'ambiance vire au psychodrame. À peine élus, 4 des 5 nouveaux eurodéputés, dont Marion Maréchal Le Pen, claquent la porte en accusant Zemmour et Knafo de refuser leur stratégie d'union avec le Rassemblement national. C'est la débandade. Knafo se retrouve seul à siéger au Parlement européen dans le groupe Europe des Nations Souveraines aux côtés des néofascistes allemands de l'AfD ou du parti hongrois Notre Patrie que même le très très droitier Premier ministre hongrois Viktor Orbán trouve trop radical. Cet isolement, Knafo va décider de s'en servir pour se bâtir une nouvelle image sur une ligne libertarienne ultra-réac et ultra-libérale à la fois.
un pendant de ce qui se développe aux États-Unis autour de Donald Trump, dont elle vante les mérites et dont elle se rapproche. Dès l'été 2024, elle se rend en Californie pour participer à des réunions d'un think tank pro-Trump, le Claremont Institute, et en janvier 2025, elle est même présente à Washington pour la cérémonie d'investiture du président américain. Son autre idole dans la galaxie Trump, c'est Elon Musk et son opération de destruction de l'appareil d'État américain au prétexte de le rendre plus efficace. Complètement acquise aux théories des technofascistes qui pensent que les États-Unis doivent être gérés comme une entreprise de la Silicon Valley, CNAFO devient notamment l'une des principales lobbyistes en faveur des crypto-monnaies. Pour elle, c'est l'avenir de la souveraineté économique qui se joue là, et ses sorties très enthousiastes font mouche dans la communauté crypto qui se sent de plus en plus à l'aise avec l'ultra-droite. Arrêtons de taxer toujours plus les détenteurs de crypto-monnaies. C'est leur intelligence, leurs risques, leur nuit blanche qui ont constitué leur épargne. Laissons-les se protéger de l'engrenage fou que vous avez créé. Déficit public qui pousse à la création monétaire, qui crée l'inflation, qui conduit au chaos. Osons la liberté. Cessons d'avoir peur de notre ombre. Restons fidèles à l'ambition de notre civilisation. Cette trajectoire, qui est loin d'être terminée puisque Sarah Knafo n'a que 32 ans, elle connaît une nouvelle étape avec l'annonce en janvier 2026 de sa candidature à la mairie de Paris. Une annonce en majesté aux 20h de TF1, suivie d'une campagne en ligne aux couleurs vives, ambiance Amélie Poulain, qui masque difficilement l'aspect bien plus sombre de ses propositions. Police partout, retour de la bagnole reine, coupe drastique dans les aides aux associations jugées trop politiques et dans les effectifs des fonctionnaires, privatisation de la collecte des ordures, vente des logements sociaux, bref, un festival trumpiste municipal qui pour l'instant gêne surtout la candidate de la droite, Rachida Dati, avec qui Sarah Knafo s'est dite prête à travailler, du pain béni pour les opposants. Knafo a également profité de cette séquence récente pour assurer qu'elle ne serait pas candidate par contre pour les présidentielles de 2027, où elle espère bien, malgré tout, que Reconquête sera présent, possiblement sous les traits d'Éric Zemmour. Zemmour, pour l'heure, soutient pleinement la candidature de sa compagne. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Parce que je pense qu'il y a un lien, alors là on remonte à la nuit des temps, entre le pouvoir et la virilité. Je pense que en fait les hommes ont inventé le pouvoir. Mais ça vous inquiète, rassurez-moi. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Mais bien sûr que si, sinon il se dilapide. Elles n'incarnent pas le pouvoir, c'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Et ça me permet de finir sur une note d'espoir pour tous les hommes. On peut changer. Zemmour écrivait encore il y a quelques années que les femmes étaient des machines à castrer, ne cachait pas son dégoût pour les femmes politiques. Expliquait que, je cite, « La loi sur la parité a décentralisé le droit de cuissage politique, surchargeant les listes pour les élections municipales et régionales d'épouses et de maîtresses. » Ou encore que les valeurs féminines sont incompatibles avec l'incarnation du pouvoir. Eh bien, à 67 ans passés, le voilà pleinement engagé dans l'ombre pour faire gagner une femme. Finalement, tout ça, c'est une belle leçon d'humilité. Merci à Jude Rigaud qui a réalisé cet épisode et à Charlotte Bex qui l'a préparé. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.